pas que les données scientifiques. Les avis d'experts sont aussi considérés comme des données peut-être de moindre valeur que du scientifique. Et c'est quand même un début. Et nos décideurs politiques sont toujours entourés par une armée de conseillers, de cabinets. On peut se poser des questions sur l'origine de ces cabinets, les intérêts qui sont derrière, mais ils ne décident pas seuls. On est tous d'accord sur ça. Donc il faut qu'on comprenne, ils ont cette culture. Déjà. Et ça me permet de rebondir sur un autre aspect. Il ne faut pas aussi être naïf non plus. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de bonne décision. Il y a des décisions prises pour de mauvaises raisons et des décisions prises pour de bonnes raisons. Il ne faut pas surestimer non plus, mon collègue l'a dit tout à l'heure, la contribution des données probantes dans le processus de prise de décision. Il faut être conscient que le décideur politique a un système de réflexion qui gère les risques, contrairement à nos think tanks chercheurs qui maximisent les solutions. Du coup, lorsque vous allez voir un décideur politique et vous lui proposez une solution, un modèle qui marche parfaitement, vous êtes convaincu que c'est la meilleure solution. C'est logique, c'est rationnel. Lui, il n'est pas rationnel, lui gère les risques. Alors, comment est-ce qu'on présente la situation de manière à prendre en compte son système de réflexion qui est vraiment à l'opposé du système de réflexion des think tanks et des chercheurs? Ce n'est pas donné aux universitaires de le faire. Et je commence même à me demander si les universitaires ont été formés pour faire ce job. D'où l'intérêt d'avoir des intermédiaires qui comprennent au fait le langage des décideurs politiques. Il faut peut-être même qu'on commence par former dans nos universités des chercheurs qui ne sont pas là pour s'adresser à la communauté scientifique, mais qui peuvent s'adresser au fait aux décideurs politiques. On a des exemples de chercheurs capés qui ont quitté l'écosystème de la recherche, qui sont rentrés dans l'écosystème de la décision, mais ça n'a pas amélioré pour autant les processus. Et pour finir, j'aimerais aborder la question des défis et opportunités. Moi, je vois là une opportunité, c'est que les décideurs politiques, ils le font déjà. Ils ont compris. Et ils vont même jusqu'à payer pour cela. C'est une opportunité énorme. Le défi, c'est rendre l'écosystème habilitant. Parce que s'ils veulent le faire, il faut qu'on puisse mettre à leur disposition, le premier intervenant l'a dit, des données de qualité. Et pas des données parcellaires non plus. Ensuite, il faut qu'on puisse travailler avec eux pour trouver les fenêtres d'opportunité au fait de ces données. Il ne faut pas produire les données par défaut et espérer qu'ils viennent utiliser. Il faut partir de leurs besoins, de leurs demandes, d'où l'intérêt d'avoir un agenda de recherche qui est vraiment orienté sur les besoins des décideurs politiques. Et donc être sûr que ce qu'on produit comme données rentre dans un processus qui est en cours, dont l'utilisation est immédiate. C'est très important. Et puis rester avec eux et derrière eux pour les aider à les utiliser. Parce que ce qu'on a compris dans cet exercice, c'est qu'une chose est de produire la bonne donnée, l'autre est de l'amener chez le décideur politique, et puis l'autre encore est qu'il l'utilise. Ce n'est pas toujours gagné d'avance, parce que comme je le dis encore, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte. La pression électorale, les bailleurs de fonds et peut-être d'autres pressions géopolitiques que nous on ignore. Donc voilà quelques éléments, peut-être encore plus de questionnements que de réponses. Merci.